Bonjour à tous, je suis Gisèle Henry, donc je suis enseignante en éco-gestion ici à Louise Michel. Et donc je vais vous présenter aujourd'hui en quoi l'IA m'a aidé et m'aide aujourd'hui sur la pratique de ma pédagogie. Donc en fait, moi j'avais une problématique. Aujourd'hui, les élèves sont de moins en moins en interaction, c'est-à-dire que les cours que l'on présente hier, aujourd'hui, ne peuvent plus être présentés de la même façon. Donc j'ai cherché justement des outils interactifs et donc l'IA m'a aidé pour ceci. Donc je présente, moi j'utilise l'IA, j'utilise ChatGPT pour certains, pour les questions ouvertes, pour diverses corrections. Knowledge, j'ai eu la chance d'avoir la licence et j'ai toujours la licence. J'utilise aussi WooFlash et WooClap. Donc WooFlash a aussi l'intelligence artificielle. Et je voulais juste vous montrer deux choses, je vais essayer d'être assez rapide. Donc pour moi, l'IA va m'aider dans la correction. Aujourd'hui, les élèves ont beaucoup d'oraux à passer de CCF et donc il faut les entraîner sur cette partie-là. Aujourd'hui, l'IA me permet de gagner du temps sur la correction de mes audios. Les élèves me rendent un audio et l'IA va m'aider à concevoir donc un compte rendu du même type pour tout le monde. Mais la seule difficulté, je suis obligée de regarder certaines fois la problématique ou certains points, mais l'IA va m'aider surtout sur la neutralité et il ne connaît pas les élèves. Et les élèves, des fois, pour la correction, ça va m'aider énormément. Donc je passe. Je voulais revenir aussi sur un temps à avoir. Il faut que j'aille plus vite. Oui, Knowledge permet aussi aux étudiants d'avoir. Moi j'ai eu la chance d'étudier Knowledge depuis le début et il a évolué et il présente un chatbot. C'est-à-dire que moi, je l'utilise pour les étudiants, c'est-à-dire quel que soit le PDF, une vidéo, et l'élève, je vous montrerai où après je stocke toutes ces données pour les élèves. Et donc là, elle va leur permettre d'interroger, c'est-à-dire que le chatbot se visualise comme ceci, et là, l'élève, à la fin d'un cours, va devoir justement pouvoir interroger. Après, j'ai une autre chose, c'est que les élèves adorent les vidéos, et donc j'ai pratiqué avec, toujours pareil, le même outil, les vidéos interactives. Knowledge arrive à absorber une vidéo de 55 minutes et propose une vidéo interactive en remettant des questions, et donc l'interaction se vit au présent et se vit aussi, l'élève va pouvoir le pratiquer chez lui, en révision. Et le tout, je centralise tout ceci dans ce que j'appelle, j'ai un notebook avec Teams, et donc là, les élèves, à la fin, donc vous pouvez visualiser qu'à la fin du cours, l'élève va pouvoir aussi présenter et aller jusqu'aux révisions et à la totalité de mes données. Voilà. De septembre 2022. Oui, bonjour Jean-Claude, c'est Bertrand, le nouveau coordonnateur de maths. Bienvenue au lycéen. Alors, cette année, on t'a laissé les secondes, les premières SLG, l'option ACNT et l'inclusion des suivis CSU-Q2A. Bonne rentrée, et à bientôt. Qui n'a jamais rencontré un ou une collègue dans cette situation, à devoir rapidement générer du contenu en urgence pour des élèves avec besoins d'équipes particuliers qu'on ne connaît pas, pour des niveaux qu'on n'a jamais eus, et donc ce sentiment que malgré tout le travail énergique qu'on va y mettre, on risque d'avoir le sentiment de mal faire son travail. Des collègues comme ça, j'en croise tous les jours. Et si l'IA peut être un levier pour éviter les situations. Un de mes professeurs d'algorithmie avait l'habitude de dire, lorsqu'on fait 2 fois une même tâche, c'est qu'on l'a déjà fait 1 fois de trop. Donc, avec l'arrivée de ChatGPT et d'LLM, je me suis posé la question des tâches que je pouvais automatiser dans mon quotidien. Premièrement, donc, la génération de contenu. J'ai eu Q2A l'an dernier en tant que prof de maths, et donc j'ai dû rapidement générer et différencier des exercices, des évaluations, des consignes, des contenus, et ce, toute l'année avec l'arrivée par des nouveaux élèves. Également, les générations de questions rituelles, avec questions flash ou automatisme chez les collègues profs de maths.
J'ai le plaisir de pouvoir générer des séquences entières de questions dont j'ai le contrôle, avec une progression en difficulté, et ce, en tenant le rythme toute l'année. Enfin, la synthèse et le bilan pour les élèves. Je pense qu'on est plusieurs collègues ici à avoir essayé de faire les appréciations de professeur principal sur ChatGPT, avec le constat que c'était très décevant et que ça ne respectait pas du tout le RGPD. À force d'affinage et de modification de mon prompt, j'arrive aujourd'hui à avoir une solution qui est RGPD, très rapide, et qui en plus a l'avantage d'être plus objectif et de mieux profiler mon élève. Ces exemples nous ont bien aperçu les premières optimisations possibles, et il y en aura d'autres, comme on espère, la correction de copie. Qu'est-ce que ça change vraiment? Donc c'est d'abord l'énergie économisée, du temps de gagner, qui évite d'être sur les rotules dès le mois de novembre. Également un allègement de la charge mentale, qui évite moins de stress au quotidien. Et enfin une plus grande objectivité, un meilleur profilage de mes élèves. Il y a encore des limites qui sont claires, premièrement le RGPD qui n'est pas toujours au rendez-vous, les productions de LLM qui sont parfois décevantes et doivent être corrigées à la main, également les hallucinations, qui même si elles sont rares, sont encore présentes, et en mathématiques, encore ce problème sur les écritures formelles et la production de figures géométriques, par exemple. Et pourtant, malgré ces limites, le plus intéressant n'est pas ce que l'IA fait pour moi, mais ce qu'elle va me permettre de faire en plus. Parce que bien que cette technologie soulève des enjeux nouveaux et complexes qu'il ne faut pas ignorer, elle m'aide aujourd'hui à trouver ce qui compte, du temps et de la disponibilité pour mes élèves, et peut-être le sentiment d'être un peu plus à la hauteur qu'avant. Merci. Bonjour, Lynn Gerland, je suis professeure d'anglais dans la Drôme. Et aujourd'hui, certainement vous vous souvenez d'une copie que l'on vous a remise qui était parsemée de rouge et que l'on vous a demandé de corriger et d'améliorer. Eh bien, difficile pour nos élèves, nos apprenants, de répondre à cette consigne de bon gré, même si l'on sait qu'il faut venir sur l'ouvrage. Alors aujourd'hui, la situation est identique, nos élèves, ils ont la même sensation, le même sentiment que nous, et pourtant ils ont un réflexe totalement différent. Eux, ils vont utiliser, chaque fois que cela est possible, l'intelligence artificielle parce qu'ils veulent faire vite et bien. Vite et bien, ça passera par l'IA. Alors, si on peut avoir la deuxième diapo, s'il vous plaît. Merci. Alors, comment... Ah bon, moi il y en avait trois. Dommage. Alors, comment corriger notre copie avec l'IA? Systématiquement, l'élève va dire « corrige-moi ma copie ». Il va avoir fait le travail, mais il n'aura absolument rien appris et rien fait en définitive. D'où une réflexion en classe, une réflexion individuelle puis collective en seconde, à partir d'un modèle, un acronyme qui permet une méthode, le modèle actif, avec lequel nos élèves vont écrire un prompt qui va permettre de répondre à leurs besoins bien précis et bien particuliers. Cette requête, elle va être soumise à deux outils d'intelligence artificielle, via les tablettes ou les ordinateurs du lycée, DuckAI et Perplexity parce qu'ils sont gratuits, sans compte. L'un utilise plusieurs modèles de langage et ne stocke pas les données, et l'autre, il cite systématiquement ses sources. Et chaque élève va recevoir deux retours sur sa correction, avec des explications pour ses erreurs, des pistes d'amélioration, et il ou elle va prendre en note dans son cahier exactement juste ce dont il a besoin, ce qu'il pense qu'il ou elle va pouvoir réinvestir. Et quand on fait le bilan, il y avait des petits post-it avec des retours d'élèves. Aujourd'hui, nos élèves, ils sont tout à fait conscients qu'il vaut mieux, ils ont compris l'intérêt d'utiliser l'IA comme assistant plutôt que comme outil pour faire à leur place. Et il ne faut pas douter de leur capacité à savoir comparer, analyser, faire des choix pour se faire leurs outils personnels. Et ce qui est intéressant, c'est que des élèves qui maîtrisent mal le français, ils peuvent aussi utiliser leur langue maternelle pour travailler avec ces outils et revenir sur leur copie. Et moi, enseignante, j'ai trouvé toute ma place pour les accompagner dans cette pratique. Et mes objectifs immédiats d'amélioration de la qualité de la langue et d'usage, de bon usage, de bonnes pratiques de l'IA, je les ai atteints. Et à long terme, ils seront atteints si mes élèves n'utilisent plus l'IA dans première intention. Et j'ai encore du travail pour leur montrer que l'IA, on l'utilise en toute transparence avec des logos à apposer et de leur proposer des activités intermédiaires avec de nouveaux outils qui sont apparus que je peux paramétrer en tant qu'enseignant et qui ne sont que des intermédiaires. Et aujourd'hui, ma copie, eh ben, je peux l'augmenter. Elle a une autre utilité. On a un autre regard sur notre copie quand on est élève. Merci. Alors, d'abord, pour répondre à madame, je peux donner le témoignage
du comportement de ma fille qui est en seconde, hein, une jeune fille. Et elle dit, moi j'utilise ChatGPT uniquement pour qu'il me donne des exercices à faire. Et spontanément, parce qu'elle est un peu écœurée par le fait que ses copains de classe, quand on leur donne des devoirs à faire à la maison, il faut faire ChatGPT, ils ne regardent même pas le résultat. Et donc ça l'a choqué. Donc moi je l'utilise uniquement pour qu'il me challenge. Donc, voilà, un petit témoignage. Bon. Ça, c'est un témoignage personnel. Le deuxième point, si on parle du RGPD de la sécurité, que je suis ingénieur, que j'en parle un petit peu. Ça, c'est plutôt pour monsieur le recteur, hein, c'est à l'échelle du rectorat. Alors, c'est vrai qu'à titre individuel, c'est pas évident de gérer la sécurité des données, les fuites, etc. Alors, où sont les risques avec les IA? Alors, c'est des risques classiques de l'informatique sur le cloud, déjà, premièrement. Mais ça, ces risques sont connus et on sait les gérer. Je vais en reparler. Et puis le deuxième, c'est qu'est-ce qui caractérise l'IA? Ce sont les prompts. Et les résultats des prompts. Mais surtout les prompts. C'est-à-dire que les IA piquent vos prompts pour aller entraîner leur modèle. Donc quelque part, elles vous piquent des données confidentielles, pas à des fins forcément d'espionnage immédiatement, mais on ne sait pas ce que ça peut devenir derrière. Donc évidemment, ce problème-là est quand même connu. Et des grosses boîtes comme OpenAI ou Anthropic, etc., sont conscients du problème et aujourd'hui proposent des contrats où vous avez impossibilité de récupérer les prompts, vous avez une protection contre les fuites. Alors, il y a ce qu'on appelle des TAI ou des PDA à signer. Enfin, il y a tout un protocole pour pouvoir garantir qu'une offre cloud d'un des prestataires, enfin moi je connais ceux de OpenAI et d'Anthropic, et de Google aussi d'ailleurs, avec Gemini. Donc on peut signer des contrats pour éviter les fuites. On peut aussi demander à ce que les données soient stockées en France, notamment OpenAI a un accord avec Microsoft pour avoir OpenAI Azure. Azure a des data centers à Marseille, à Paris, etc. Donc très hébergés en France. Voilà, donc il y a quand même des moyens de faire ça. Et si vraiment on est à la gorge, il y a toujours la possibilité quand même d'aller vers soit les IA françaises comme Mistral, et avec les clouds français comme OVH. Mais après tout, même si ces outils sont un peu moins performants que les outils américains, c'est vrai, on peut quand même faire pas mal de choses avec. Donc voilà, un petit peu donner un peu le panorama sur le RGPD. Alors, je crois que là, on est dans une séquence clé. Alors, vraiment, merci. Merci d'avoir joué le jeu. Je crois que ce que monsieur le recteur attendait, c'est la vérité. Donc là, on est au cœur d'un truc qui tétanise le système éducatif. Les profs qui utilisent l'intelligence artificielle pour corriger, évaluer, demain noter, voire noter, voilà. Et donc vraiment, je crois qu'on est au cœur d'une révolution professionnelle. Alors, donc je pense qu'il faudrait des séminaires de travail. Donc moi, j'encourage vraiment l'académie à travailler avec des professeurs expérimentaux comme vous pour aller plus loin. Et donc là, je ne voudrais pas qu'on en a très peu de temps, donc je suis très curieux, donc j'aimerais vous poser plein de questions, et je donnerai ma carte pour qu'on puisse discuter un peu plus. On pourrait me faire revenir. Mais bientôt, je vais avoir du temps, hein, parce qu'à la fin du mois, j'ai plus de job, donc je vais pouvoir revenir. Si tu me proposes un travail, je suis libre au 31 octobre. Alors, je voulais savoir, donc sur les vidéos, c'est spectaculaire. Vous avez dit, voilà, c'est un travail. Qui veut regarder 30 vidéos de 10 minutes? Enfin, je veux dire, c'est vrai que moi, au bout de deux vidéos, je suis fatigué, quoi. Donc, et j'imagine que vous, enseignante, vous n'avez pas envie de passer des heures et des heures devant 10 vidéos, d'avoir une grille de lecture, d'annotation, etc.
Et vous donnez ça à une IA qui fabrique les évaluations que vous avez montrées. Mais alors, vous les regardez. Alors là, l'exemple que j'ai donné, c'était des audios. Oui, des audios, oui. Des audios. Donc, les élèves s'enregistrent. Je récupère sur les tous les enregistrements. Et après, bien sûr, je les écoute. En fait, ça ne relève pas. Il faut que je les écoute pour après. Je me dégage. En fait, l'IA me sert dans. Alors, c'est vrai que j'ai perdu du temps, on parlait du temps et de gain de temps, mais l'IA m'a permis de. J'ai perdu du temps pour faire le bon exactement, pour avoir une correction, j'allais dire, pour que ça puisse les aider. Jusqu'à la proposition, tu changes ta première phrase, enfin voilà, pour les aider aussi dans l'articulation et là où il fallait qu'ils aillent. Après, j'ai gagné du temps parce que écouter 30 audio et écrire, faire des choses, et ça prend énormément de temps, donc par rapport à 4 ans, j'ai gagné du temps, mais je les écoute. Et le gain de temps que j'ai eu par rapport à la description en 30 minutes, il m'a rédigé pour mes 30 élèves, j'ai gagné du temps pour pouvoir après, derrière, refaire, les remettre par force et les remettre, redonner des choses. Donc, mais on est d'accord que, alors je peux pousser un peu le raisonnement. Aujourd'hui, vous avez pris le temps d'écouter ces audios. Oui, oui. On peut imaginer aussi qu'on aurait pu les mettre directement dans la machine. D'accord, je veux faire cette expérience de pensée en direct. Et pour voir où est-ce qu'on veut aller. Vous auriez pu, enfin, vous me dites, je les ai écoutés. Oui. Alors d'ailleurs, j'ai pas de témoin. Non mais je fais une expérience de pensée. C'est une expérience de pensée abstraite, hein, pour voir où est le problème. Imaginons que on le fasse et demain, dans la masse des enseignants, il y a peut-être des enseignants qui le feront avec voilà, d'une certaine manière. Alors, je voulais savoir. Est-ce que, au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce que vous imaginez comme difficile, acceptable, compliqué de travailler avec vos collègues, avec les étudiants, avec leurs familles, sur l'acceptabilité qu'une intelligence artificielle évalue, donne des conseils, alors sous la supervision aujourd'hui, parce qu'on est poli, sous la supervision des professeurs, mais peut-être demain, peut-être un peu moins sous la supervision. Donc là, on met le doigt, on est bien d'accord, on met le doigt dans un processus, on ne sait pas où on va. La DNE, aujourd'hui, a lancé des études pour une correction automatisée des copies du baccalauréat. C'est aussi, M. Côme, c'est ce que vous avez... enfin, non, c'est pas M. Garnier, pardon, Jean Côme, c'est ce que vous avez évoqué dans votre propos. Donc, vous, aujourd'hui, dans l'état actuel de vos pratiques, sur l'évaluation, parce que vous avez mis le doigt dans une aide à l'évaluation, vous vous rendez compte que vous pouvez aller plus loin. Oui, oui, bien sûr. Et alors, qu'est-ce qui vous retient? Est-ce que vous en avez discuté avec vos collègues, votre proviseur? Vous avez échangé avec d'autres personnes sur ces pratiques? Pour l'instant, non, j'ai aussi référent numérique, mais c'est une des questions qui est posée. Oui, pour l'instant, je n'ai pas encore travaillé avec d'autres personnes parce qu'il y a des freins. En fait, il y a des freins simplement en pensant que l'on va perdre le leadership sur notre travail. Alors que pour moi, ce n'est pas du tout ça en fait. Puisque j'écoute les vidéos, j'écoute les audios, et si vous ne faites pas, si vous n'écoutez pas, que vous rendez simplement les textes qui sont rédigés de la même façon, eh ben, si vous ne les avez pas écoutés, vous ne pourrez pas les aider, puisqu'il va y avoir à un moment une interaction avec les élèves. Et cette interaction, elle ne pourra pas se faire si le professeur n'a pas pris conscience que pour les aider, il fallait d'abord les écouter. Et c'est simplement un compte rendu, justement, et ça fait peur, mais c'est exactement comme l'a dit mon proviseur tout à l'heure, Madame Guillaume, c'est que il faut qu'on monte dans le train et qu'on y reste et qu'on soit le club de... Voilà. Mais ça fait peur, oui, mais moi, je pense que l'IA va nous amener d'autres choses parce que les élèves changent aussi et que notre mode éducatif n'est peut-être plus adapté ou il va devoir s'adapter. Voilà.
Alors moi j'avais une idée par rapport à ce que vous dites, c'est que est-ce qu'une fois que vous avez fait ça, vous avez donc une évaluation faite par l'IA qui est distribuée à chaque élève, est-ce que ce serait pas intéressant de demander à chaque élève un challenge par rapport à l'IA, sa propre évaluation, en disant voilà, tu m'as évalué comme ça sur cette vidéo, je voudrais une contre-proposition, parce que par exemple, je suis pas tout à fait d'accord, au contraire, je suis tout à fait d'accord, mais dis-moi plus, enfin, moi je pense que ça pourrait être intéressant d'aller plus loin dans l'interaction avec l'élève, sur cette même démarche que je trouve assez spectaculaire, effectivement. Mais oui, c'est ce que j'envisageais dans un deuxième temps, mais pour l'instant, il faut qu'il y ait l'acceptation. En fait, voilà. Et que je ressens. Ça ne pourrait pas aider l'acceptation. Oui, peut-être, mais je n'ai pas encore réfléchi, mais pour moi, c'était la seconde étape. Il faut que les élèves puissent comprendre et mon rôle, ressentir mon rôle par rapport à ces élèves. Voilà. Alors, une question pour M. Garnier. Vous dites, bon, moi j'avais vu quelques compétences, je me suis posé la question, qu'est-ce qui peut simplifier ma tâche? Donc là, on est vraiment au cœur de la problématique que j'avais signalée, la QVT. Et vous mettez le doigt sur, bon, j'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit, c'est-à-dire vous dites, bon, je veux garder de l'énergie pour mes élèves, la charge cognitive, donc la difficulté du métier d'enseignant, je suis moi-même président du conseil de l'Université de Lyon, et donc effectivement, l'entrée dans le métier, c'est ce qui fait peur, c'est la charge cognitive, donc vous nous avez dit, j'ai évacué de la charge cognitive grâce à ces outils, j'attends demain peut-être des évaluations automatisées, etc. Ma question, pour pas reprendre un petit peu ce que vient de dire votre collègue, vous aviez des compétences en algorithmique, etc. Tous les profs de mathématiques ne sont peut-être pas capables de faire ce que vous avez fait. Peut-être il y a d'autres collègues dans votre établissement qui vous regardent avec, comment dire, envie. Est-ce qu'aujourd'hui, on a un système, disons, d'établissement apprenant, une des mesures du rapport d'unitorsion, on y est. Comment vous imaginez aujourd'hui transférer d'une manière ou d'une autre ce que vous avez appris? Vous avez, bon, il se trouve que vous avez peut-être plus de facilité avec l'IA, tout ça. C'est peut-être pas le cas de tous les profs. Qu'est-ce qu'il faudrait aujourd'hui pour que tout le monde profite de votre avancée? De la formation, déjà. Concrètement, comment vous imaginez l'établissement idéal qui fait qu'un professeur qui a expérimenté pourrait transmettre? Je pense qu'en effet, moi j'avais des avantages en algorithmie qui me permettent en effet de développer aussi des propres outils. Mais il y a une nouvelle vague qui arrive qui est le live coding ou le no-code. Le fait de pouvoir finalement coder rapidement des applications, des interfaces sans vraiment savoir coder. Est-ce qu'à moyen terme il faut comprendre un peu un code? Je pense que oui. Est-ce que c'est essentiel? Je pense que non. Donc voilà, je suis optimiste sur le fait que les enseignants peuvent eux-mêmes, même sans avoir aucune connaissance là-dedans, entre guillemets, comme l'ingénierie du compte évidemment, développer des outils pour eux-mêmes pouvoir pratiquer. Il ne vous a pas échappé que 30 000 enseignants ont disparu pendant le Covid. D'accord? 30 000. On ne sait pas ce qu'ils sont devenus, ils sont réapparus, il n'y a eu aucun accompagnement. Honnêtement, la réalité, c'est que tous les enseignants ne savent pas faire ce que vous savez faire. On est d'accord. Je pense en effet que la formation peut être une solution à ça, et surtout, autant le Covid, je pense que c'était une accumulation de charge mentale, autant là, il y a des arguments qui permettent d'enlever de la charge mentale, justement, et de garder de l'énergie. Ce qui peut être un bon argument. Alors, on va essayer d'être optimiste. Aujourd'hui, par exemple, si vous avez fait des adeptes, dans votre entourage... Dans mon ancien collège, j'ai formé 30 profs, et dans d'autres collèges également voisins, c'est académique très. Et donc là, je suis arrivé cette année. Prof de maths, peut-être. Oui. Non, tout discipline. Non, j'ai eu des CPE, partenaires direction, des AESH, des profs, j'ai eu tout le personnel possible. Cette année-là, j'ai proposé dans le module 1 de la formation de mon collège, et j'ai plus de 30 retours peut-être. Donc je continue. D'accord. Ben voilà une piste, c'est-à-dire l'établissement apprenant, c'est-à-dire que des enseignants qui avancent un peu plus vite que les autres créent une dynamique collective, à condition que les chefs d'établissement, peut-être ici présents, vous êtes repérés par votre chef d'établissement, voilà, et donc permettent effectivement d'avancer. Peut-être une dernière question pour Madame Gerland.
Ah oui, bah, si vous voulez rebondir, ça sera parfait. Je voulais simplement ajouter qu'effectivement, dans les établissements, quand on a des chefs d'établissement qui nous proposent, par exemple en tant que référent numérique, qui nous proposent des heures pour former les collègues, ça fonctionne très très bien. La formation entre pairs fonctionne très bien. Voilà, donc ça me semble essentiel, c'est-à-dire que dans tous les systèmes éducatifs, dans tous les établissements, vous avez des professeurs qui ont avancé parce qu'ils ont des compétences, etc. Vraiment, ce qui est important, c'est de faire la réunion des compétences plutôt que l'intersection des compétences. Donc il faut que le système, c'est-à-dire l'organisation des établissements scolaires, soit propice à cette montée en compétences collectives. Et j'insiste beaucoup sur l'efficacité collective. Que l'intelligence artificielle améliore individuellement des pratiques, on enfonce des portes ouvertes. Le défi qui est devant nous, ce sont les pratiques collectives, l'établissement apprenant, et c'est pourquoi? Parce que les parents déposent un enfant non pas auprès d'un professeur de mathématiques, mais auprès d'un établissement. Voilà, donc c'est un peu ça le défi. Merci.